Welcome, everybody, to the final panel of the Franco-Irish Literary Festival. This is typically the panel in the festival where we look ahead, we look into the future. So when we talk about remaking the world, what kind of world are we talking about? Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde à ce dernier panel du festival. Donc, normalement, c'est un panel où on regarde un petit peu vers l'avenir, disons quelles sont les choses qui nous attendent. Et puis nous avons choisi, disons, ce thème de l'utopie, la dystopie, la nature de l'identité humaine dans les années à venir pour réfléchir un petit peu sur le grand thème de notre festival, refaire le monde. So I have three panelists who will be taking part in our discussion, the final discussion of the Franco-Irish Literary Festival. So I'm going to introduce each one of the speakers to you in turn. Donc je vais commencer avec Émeric Caron, qui est journaliste et écrivain. Il est l'auteur de Nostek, donc un livre de 2013, anti-spéciste de 2016, Utopie 21, qui est tout à fait à propos pour nos discussions de cet après-midi, donc 2017, et Vivant de la bactérie à Homo eticus. Donc, je pense qu'il est très connu en France pour sa défense de la cause animale, mais ce qu'on constate dans les écrits d'Émeric Caron, c'est sa vision beaucoup plus radicale, beaucoup plus inclusive de l'existence. Après, nous avons Natacha Canapé-Fontaine qui nous rejoint de Montréal. Natacha qui est écrivaine, poétesse, traductrice et actrice. Sa langue maternelle, c'est l'Innu. Hein? Et pour elle, disons, la défense, la promotion de la cause indigène est absolument essentielle. Elle a beaucoup milité dans des mouvements comme Idle No More. Et donc, disons, cette préoccupation avec les méfaits du racisme et de la discrimination contre les peuples indigènes est quelque chose qui est une sorte de constante dans ses activités et ses pratiques politiques et esthétiques. An Chaintreoir Dearnach Manchan Magan údor iriseoir agus fearscanán agus an dul go deoga sa cheanglatá an idir cuasaí teangan agus cuasaí timplachta. So my sort of third guest today is Manchan Magan, who is the author of a number of works in both English and Irish. In Irish, Babaji agus Tina G, and Manchan Shachrain. In English, Angels and Rabies, A Journey Through the Americas. There's also Manchan's Travels, A Journey through India, and Truck Fever, A Journey Through Africa. And I suppose the work that Manchan is best known from recent times is his fabulous 32 words for field lost words of the Irish language, which explores in detail the relationship between language and the environment. And I also have to mention his wonderful work, Fochtla Farge, the work that he's done on exploring the connection between language and the sea, language and rivers, language and the liquid elements in Irish life. I thought I might begin by really asking, I suppose, a basic question for our three writers, which is that one of the things that climate change should be teaching us is humility.
that what human exceptionalism, kind of human pride, human hubris has brought about is the terrible climate mess that we're in at present. So basically, how do we think about moving beyond that long tradition of human dominance and human exceptionalism? Émeric, si je pouvais commencer avec vous. Donc, cette domination humaine de la planète, cette idéologie de l'exceptionnalisme humain, disons, ça nous a mené dans un genre de triste impasse, hein, c'est la situation actuelle. Et comment est-ce qu'on va au-delà de cette préoccupation, cette obsession avec la vision anthropocentrique du monde? La parole est bien pour moi, hein, excusez-moi. Oui, je vais commencer avec vous, oui. Voilà. D'abord, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant sur les leçons qu'on peut tirer du moment très particulier qui est cette crise du virus, de la Covid. Évidemment, ça nous interroge sur nos comportements à l'égard du vivant, à l'égard de la science également. D'une manière générale, on est dans une ère très particulière qui avait été définie par le philosophe Günther Anders, qui avait expliqué ce qu'il appelait, lui, le décalage prométhéen. C'est-à-dire qu'il disait, et lui avait été particulièrement marqué notamment par les bombes qui avaient été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, qui avaient fait 200 000 morts à l'époque, et il en avait déduit l'idée qu'on est entré dans un moment de notre histoire où nos capacités de fabrication sont désormais supérieures à nos capacités d'imagination. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous manipulons la science à un degré tel que nous réalisons des choses dont nous ne mesurons pas les conséquences et dont nous ne sommes pas capables de mesurer les conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on largue une bombe qui fait 200 000 morts, eh bien, aucun esprit humain n'est en fait capable de réaliser ce que ça signifie vraiment. C'est un chiffre pour nous. Mais notre capacité d'émotion se limite à pouvoir imaginer ce que c'est 1 mort, 2 morts, 3 morts, mais pas 200 000, l'éradication de la vie à grande échelle comme ça. Et de manière générale, c'est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui avec la science, avec le progrès, c'est que nous faisons des choses sur cette planète dont nous ne sommes pas capables de mesurer les conséquences. Alors en réalité, certains scientifiques nous disent les choses. Le réchauffement climatique, il est expliqué, il est documenté par des gens qui ne sont pas politiquement engagés d'un côté ou d'un autre. Ils observent simplement. On est prévenus. On est au courant des 5 degrés d'augmentation peut-être, en tout cas 3 à 5 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle si les accords de Paris ne sont pas respectés. On le sait, on connaît l'ampleur de la disparition de la biodiversité. On le sait aussi, on a des chiffres qui tombent. Le dernier nous parlait des éléphants d'Afrique qui pourraient disparaître bientôt. C'était hier, je crois que j'ai lu ça, mais enfin, tous les grands mammifères sauvages ont vu leur population disparaître de 90 à 99% en un siècle. Tout ça, on le sait, ce sont des chiffres. Et pourtant, notre imagination, à chacun d'entre nous, n'est pas capable de se rendre compte de ce que ça signifie vraiment. C'est comme si chacun d'entre nous n'était capable de réagir qu'à partir du moment où il était confronté lui-même de manière extrêmement physique à la catastrophe. C'est un peu comme une personne qui va s'intéresser à une maladie à partir du moment où il va lui-même être touché ou s'il voit son conjoint qui est touché par telle maladie, eh bien tout à coup, ça va devenir une cause qui lui parle. Donc ça, c'est l'un de nos premiers soucis, je crois, aujourd'hui, c'est cette incapacité réelle à nous projeter. Et donc, ça nous renvoie à quelque chose qui est aussi, d'abord, c'est aux limites de l'esprit humain, bien évidemment, puisque bien souvent, notre imagination, elle se fonde sur nos expériences personnelles, mais également collectives, c'est-à-dire la mémoire des expériences qui nous est transmise aussi de génération en génération. Donc, comment imaginer ce que l'on fait lorsqu'on n'a pas encore vu concrètement la catastrophe nous exploser en pleine figure. Donc, c'est comme si on attendait cette catastrophe absolue, que tout le monde sait, que tout le monde commente, mais qu'on néglige, comme si on n'y croyait pas. Parce qu'il y a également cette foi en un progrès qui serait tel que de toute façon, quand on crée un problème, on pense encore que la science va nous apporter très rapidement la solution au problème qu'on vient de créer.
Donc ça, c'est le contexte général. Et alors, pour revenir aussi au contexte de votre question, la Covid est particulièrement parlante parce qu'on a vu que lorsque le virus, le SARS-CoV-2 a débarqué dans le monde, hein, à peu près tous les gouvernements ont dit ah là là, c'est vraiment une leçon. Vraiment, il ne faut plus que ça recommence. Hein. Vraiment, il y a des leçons à tirer. Il faut qu'on arrête d'exploiter les forêts de cette manière. Il faut qu'on revoie notre modèle économique. Notre président l'a dit. Hein. Le premier grand discours qu'il fait à la télévision pour nous annoncer qu'on est confiné, il dit cette situation nous montre que nous sommes allés au bout d'un système qu'on a trop exploité. Il parlait du libéralisme. Et donc, il dit ce ne sera plus possible de continuer comme ça. Il faudra faire autrement. Donc, on se disait, super, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience collective qui va déboucher sur des grands changements politiques. Or, on se rend compte un an plus tard que non seulement absolument rien n'a changé, que les petits moments intéressants du début de la crise qui tout à coup nous faisaient reconsidérer les choses. Tiens, qui sont les métiers essentiels? Ah bah c'est vrai, c'est les infirmières. Ah bah c'est vrai, c'est les enseignants. Ah c'est vrai, ce sont les gens qui nous nourrissent. Ah c'est vrai, ce sont les gens qui ramassent nos poubelles. Ça, c'est des métiers essentiels, plus essentiels que trader, que publicitaire, etc. Donc, ah oui, tout à coup, on se disait, ah bah oui, mais finalement, c'est vrai qu'ils gagnent pas bien leur vie, ces gens-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en période de crise, c'est eux dont on a besoin. Donc, on s'est dit, ça y est, tout ça va être pris en compte. En réalité, nous, en France, rien n'a été fait. La revalorisation des personnels médicaux, parce qu'on a un énorme problème, une crise dans l'hôpital public, eh bien, cette revalorisation n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, on est dans le monde d'avant, en pire, parce qu'aujourd'hui, la seule chose que l'on entend, c'est terrible, on a perdu 10 points de PIB en 2020. Vivement que les entreprises et les commerces reprennent à fond pour qu'on puisse rattraper ce retard. Donc, il faudrait faire encore pire qu'avant. Et là, on a oublié tout ce qu'on se racontait les premières semaines. Tiens, l'activité économique a ralenti et tout à coup, nous sommes dans les clous de l'accord de Paris. Tiens, nous voyons des espèces animales qu'on ne voyait plus depuis longtemps, on les voit réapparaître dans les bois, on voit des oiseaux revenir à nos fenêtres, etc. C'était des merveilleuses leçons de vie. Ça nous permettait également de réfléchir sur le vivant, parce que lorsqu'on était enfermés chez nous, expérience assez unique pour des humains de ces de ces dernières décennies, à tout à coup se retrouver enfermé chez soi, qui est quand même une expérience de prison. Et tout à coup, on pouvait réfléchir, par exemple, au sort des animaux dans les élevages, des animaux dans les eaux. Tout à coup, qu'est-ce que c'est finalement de n'avoir que quelques mètres dans lesquels on tourne en rond? Ben, là encore, tout ça, c'est évacué, oublié. Donc, je pense que ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est notre capacité, nous, en tant qu'êtres humains, à nous projeter en dehors de notre petite personne, de notre petit nombril, pour penser l'autre et penser le monde en commun. Darwin avait expliqué que l'empathie, parce qu'on a toujours cru, il y a toujours une vision caricaturale de Darwin qui consiste à dire, Darwin nous a expliqué que le monde du vivant, c'est la compétition des uns contre les autres et la loi du plus fort. En réalité, c'est une lecture très caricaturale. Darwin explique aussi en même temps que le monde du vivant, ce qui lui permet de progresser, ce qui nous a permis de progresser, nous humains par exemple, mais pas que, d'autres animaux, c'est la coopération. Et notamment l'empathie, la solidarité. Et l'empathie, la solidarité sont des valeurs qui sont apparues assez récemment chez les animaux, en tout cas au niveau où nous les avons développées. Et je pense que ce qui joue aujourd'hui, c'est notre capacité à remettre en avant ce genre de valeurs et que le monde de demain, et je vais me terminer là-dessus pour laisser parler les autres quand même, mais que le monde de demain nécessite une profonde introspection de qui nous sommes et de notre place dans l'univers. Est-ce que nous sommes simplement les exploiteurs de tout ce qui est autour de nous? Est-ce que nous sommes simplement des jouisseurs égoïstes, c'est-à-dire que lorsqu'on se lève le matin, on dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui me soit profitable à moi, même dans une vision superficielle des choses, hein, parfois c'est un faux bénéfice, ou est-ce qu'on va être capable, dans les années qui viennent, à essayer de retrouver une dimension spirituelle, où chacun s'interroge sur son utilité, c'est-à-dire que il y a quand même un vrai questionnement qui est mais qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, et qui est un questionnement qui devrait tous nous angoisser. Et ce questionnement, il est balayé depuis un certain nombre d'années par la société de consommation qui sert à nous endormir. C'est celle du j'achète, je mange, je consomme, je jouis. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucune question à me poser. Les seules questions que je me les pose dans les toutes dernières années de ma vie, lorsque je suis devenu une espèce de légume et que j'ai plus rien à faire. Et là, tout à coup, je me mets à dire qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et je pense que le grand défi aujourd'hui qui s'impose à nous, c'est de faire que nous soyons tous des êtres conscients.
Et donc s'extirper de cette société néo-capitalisme d'endormissement, d'anesthésie générale, et que nous réagissions parce que tant sur le plan individuel que collectif, nous sommes aujourd'hui confrontés à la catastrophe. Et on n'a que très peu de temps pour réagir. Nous, pour nous sauver individuellement en tant qu'être humain, pour faire en sorte que notre vie elle ait un minimum de sens, et nous, collectivement, pour faire en sorte que notre espèce se sauve, non pas juste pour sauver pour les générations futures, mais pour sauver le vivant dans son ensemble, en se disant qu'on a sans doute, de par notre position très particulière sur cette planète, on a sans doute une responsabilité aussi particulière à l'égard de ce vivant. Merci, Amérique. Natacha, un mot clé dans ce que vient de dire Amérique, c'est le mot imagination. Hein. Et est-ce que vous avez l'impression, vous donc, écrivain et poétesse, que en fait, l'une des contributions possibles de l'écriture, de la littérature, c'est de contribuer à ce travail d'imagination, d'imaginer le monde avant nous, hein, devant notre arrivée, et puis le monde à venir. Pour répondre à la question, je vais parler spécifiquement en tant qu'écrivaine Innu, donc autochtone du territoire que j'habite, et aussi issue d'une culture millénaire, issue du nomadisme et d'une philosophie qui a été forgée par le nomadisme en territoire, donc dans une perspective de relation avec le territoire. Et pour réagir un peu à tout ce que Émeric a pu avancer jusqu'ici, en fait, je crois vraiment que la littérature présentement, pour les personnes autochtones notamment, pour la littérature autochtone, peut être une vectrice pour ramener en fait des idéologies et des perceptions de l'univers, des perceptions du territoire, de l'environnement, du passé vers le présent pour mieux les faire circuler dans le futur. Dans autant le futur proche que dans le futur un peu plus lointain. Et justement, dans ce mouvement qui est en train de se passer présentement ici notamment, il y a vraiment cette volonté de ramener non seulement les traditions, mais aussi toutes les philosophies du passé, les mentalités du passé, où il y avait vraiment comme une hyper conscience en quelque sorte de l'être humain dans son environnement qui lui permettait en fait de répondre à ce que moi j'appelle l'invitation de la nature envers l'être humain et envers tous les êtres vivants d'ailleurs, une invitation à une relation en symbiose avec la nature parce que nous venons d'elle, autant nous devons lui retourner. Et selon ce que j'ai compris de notre philosophie dans mes recherches dans les dernières années, c'est que nous recevons l'invitation depuis notre naissance, mais tant et aussi longtemps que nous la refusons, nous déséquilibrons en fait l'équilibre du monde, l'équilibre de la nature, donc l'équilibre des écosystèmes. Et depuis en fait quelques décennies, notamment en étant beaucoup plus dans cette espèce de déni, mais aussi de résistance à cette invitation, à cette relation avec l'environnement, on provoque constamment le débalancement des écosystèmes. Et justement, pour moi, à mes yeux, la pandémie est un des nombreux symptômes. Le changement climatique est un des nombreux symptômes. Et de plus en plus de peuples autour du monde, autochtones, des cultures justement millénaires, réussissent à rapatrier du passé ces philosophies pour tenter de les faire circuler dans le monde d'aujourd'hui. Et qui dit le monde contemporain dit aussi un monde 500 ans après les plus récentes colonisations qui ont vraiment façonné le visage des cultures sur la planète et qui fait en sorte que nous sommes encore dans une perspective coloniale et colonialiste encore aujourd'hui et qui fait que nous tentons finalement, nous, notamment, d'imaginer quel serait un monde post-colonial si nous réussissons à sortir d'un environnement encore sur des fondements colonialistes et qui a encore un fort impact sur la vie et sur les corps des populations qui ont été opprimées, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être de façon plus ou moins proche par rapport à la colonisation des communautés racisées. Et en ce moment même, la littérature devient vraiment le lieu où l'imaginaire peut être déployé à tout vent et qui fait en sorte que, notamment pour les populations autochtones, à mon sens, ça nous permet vraiment de réimaginer le monde du futur avec les traditions de l'extérieur, du passé. Mais quand je dis les traditions, je ne dis pas des choses qu'on pourrait peut-être concevoir comme primitives ou comme anciennes, comme antiques, mais en fait, justement, dans l'antiquité des imaginaires
millénaires. En vérité, il y a tous ces récits sur les anciennes technologies que diverses civilisations au travers du temps et de l'histoire de l'humanité ont pu utiliser à des moments plus ou moins courts, à des périodes plus ou moins courtes dans notre histoire. Et dans nos conceptions de ces technologies, nous savons que éventuellement l'être humain est capable de comprendre qu'est-ce que la nature est capable de lui donner et aussi de comprendre en quoi est-ce que la nature lui donne des éléments qui ne font pas finalement offense à la nature elle-même. Donc, je pense qu'ici, nous avons une invitation à utiliser l'intelligence humaine pour être capable de comprendre quels sont les outils et les technologies que la nature nous offre sans avoir à la dominer, sans avoir à la détruire, en fait, à l'amener dans sa destruction et finalement à ne jamais répondre à cette invitation de symbiose avec la nature et finalement continuellement provoquer le déséquilibre du monde. Merci, Atisha. Manchon, just taking up what Natasha was talking about there, this notion of, the invitation that comes from nature, from the natural world, and what Émeric was saying earlier about the necessary development of a particular kind of empathy. I mean, thinking about things from the sort of the Irish indigenous setting, do you think that part of the problems that we've experienced here over the years in Ireland with respect to climate awareness is to do with the difficulty sometimes of accepting that invitation, recognizing that invitation, finding a language for it, and that this then, if you like, has an effect on our social, cultural, and political development in terms of developing an empathy towards the natural world and what follows from that? Yes, certainly these are global challenges, and each of us will look to our own culture, our own nation. But as Émeric has shown, he's outlined a vision of such challenge, of such despair, of such almost angst at the situation in the world. And it behoves us first to see what the roots are. And the ultimate root, Michael, you announced it in your introduction, it's basically progress. It is this male-led, this male-dominated obsession with creating more, with advancing, with exploiting, with once one has exploited, to increase more, to increase that production more. And it has achieved amazing results. It has achieved the 21st century, humankind, and yet at what cost? At an enormous cost. Now, if we were having this debate in the 1980s or the 1990s, when the sort of developed world, or even the 70s, depending on what country you're in, were mesmerized by this new ability of mankind, and particularly man, I'm saying this male progress forth to create everything, to mold their environment exactly to their whim, it would have been very difficult to take a step back and to suggest outlandish, beautiful alternatives. And certainly, people who remained rooted to the land, and particularly native people and indigenous people, have always warned about these issues, and we have continually ignored them as we have continued to push forth until we're in the now position. But what's hopeful about now, despite the sort of gloomy vision that Émeric, the true incidents of harshness that Émeric outlines, is now so many people feel empty. There is a global emptiness. I suppose it's best to look at it from our own, local perspective, the Irish perspective. We were a people who filled our lives since the 5th century with Catholicism. That fed us, or Christianity. And that has now been shunned, like so much of the Western world have lost that. And so, as Natasha said, people seem to be going towards more rituals, towards ceremony, but they are desperate for meaning in their lives. And the pandemic has shown such a clear image of people walking more, or swimming more, or taking that time, or growing seeds. Like in Ireland, you cannot buy a vegetable seed. You cannot buy a tree for your garden. The garden shop's open for 30 minutes once a week, rather than being open online, 7 days a week. We have suddenly felt this absence, this vacuum inside, and we are searching. And again, what's interesting in an Irish context is only in the last few years have we realized we actually have our own native culture, our own indigenous culture. I don't want to make any sort of equivalence between
Irish culture and a true native indigenous culture. But we've been on this island for 4,000 years. We have links to the people who were here 4,000 years before us. We speak some of their words. We still have their rituals in the landscape. That's 8,000 years of culture. The language we speak, we've been speaking for 2.5, maybe 3,000 years. And so built up within that is almost the inherited DNA, the knowledge of how to deal with all of the climate changes, all of the global changes, and how to live sustainably, which we did amazingly so for the first 8,000 years that we were on this island. 4,000 years our culture, and then the people we're related to who were here before us, that 4,000. So all of that information is there. It just requires us to turn back to it. And I must say, again, had you asked me this question 5 years ago, I probably would have been in despair and angst. I see so many people in Ireland looking towards our own culture, as well as looking towards Native American cultures and looking towards the yoga mat. But if we do decide to do that, see that vacuum inside, want meaning, and go back to those the richnesses, the answers of people living sustainably, then it guarantees a very rich life, a very successful life, a plentiful life, possibly not Ryanair flights every weekend, but most of us were having all of these consumer things and found ourselves unhappy. Yeah. Thank you for that, Manchen. You're kind of linking a number of different elements there. Émeric, si je peux, disons, parce que je sais que vous devez nous quitter vers dans quelques instants. Et donc, je voulais en fait... Sujet, je peux rester un peu plus longtemps si vous le désirez. Super, très bien. Très bien. Non, ça, parce qu'en fait, la question que je voulais vous poser, c'était... Manchen, donc là, a évoqué, disons, quelque chose qui constate pendant cette pandémie, c'est un peu la quête du sens. Hein, donc les gens qui sont à la recherche de quelque chose qui donnerait un petit peu de sens à leur vie dans une situation un petit peu difficile. Et c'était donc, est-ce que pour vous l'un des résultats de cette quête du sens, c'est ce désir utopique. Hein, on cherche à créer une autre société alternative. Et pour vous, comment est-ce qu'on peut faire naître ce désir utopique et aller au-delà de toutes les utopies un peu discréditées de notre passé. Donc, comment avoir une vision plus durable de l'utopie, hein, parce que je pense que dans votre livre Utopia 21, donc vous avez fait la tentative d'esquisser un autre espace utopique, mais comment faire avec un peu l'héritage de ces utopies qui sont devenues des dystopies? C'est la grande difficulté. Vous avez raison de dire qu'on est dans une société en panne d'utopie. Et le problème, c'est quoi une utopie déjà? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste le souhait de l'amélioration de la société dans laquelle on vit? Oui, tout le monde va être d'accord là-dessus. Tout le monde va dire, bah oui, je voudrais que ce soit un petit peu mieux. Mais c'est pas ça une utopie. Une utopie, c'est vraiment la capacité à imaginer un modèle de société radicalement différent de celui dans lequel on vit. Et c'est très compliqué parce que l'imagination est limitée, bornée bien souvent par les choses qu'on a déjà expérimentées. Donc, il faut quasiment penser au-delà de soi-même. Il faut aller puiser dans ce qui semble impossible. Et quand j'ai écrit Utopia 21, l'idée était la suivante, était de reprendre le livre de Thomas More qui avait inventé le terme d'utopie, ce lieu qui se situe nulle part. Et donc, c'est un livre qui a été publié en 1516. Et quand je l'ai relu, il y a quelques années, j'ai été frappé par la modernité incroyable de ses propositions qui semblaient complètement impossibles à l'époque où lui les a formulées. Il imagine déjà la sécurité sociale, il imagine déjà l'euthanasie, il imagine déjà la retraite. Il explique qu'il faut à un moment que ceux qui travaillent, on est quand même au début du XVIe siècle. Il dit à un moment, il faut que ceux qui contribuent au travail de la société, eh bien, à un moment, puissent s'arrêter pour profiter de la fin de leur vie, etc. Et qu'on en prenne soin les uns les autres, etc. On est sur des systèmes de solidarité qu'on va mettre en place bien des siècles plus tard, mais qui à l'époque s'extirpent complètement de la pensée commune.
Eh bien, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme monde qui ne ressemble en rien à celui dans lequel on vit, puisqu'en effet, les utopies qu'on a eues, alors après, il y a les utopies pures politiques, donc il y en a deux grosses, hein, ce siècle dernier, c'est le socialisme qui s'est incarné à travers des expériences communistes dans des pays qui ont tout échoué, avec les drames que l'on sait, et puis l'utopie capitaliste qui s'incarne aujourd'hui dans son développement le plus terrible, qui est le néolibéralisme. Ensuite, on a eu d'autres mythes. Là, on n'est même plus dans des utopies, ce sont des mythes qui ont permis de faire société. Et effectivement, ça a été dit il y a quelques minutes, la religion en a fait partie, beaucoup. On sait. Et donc, parce qu'on a besoin de ces mythes pour faire société, c'est ce qu'explique Castoriadis, Cornelius Castoriadis, qui dit justement qu'il faut qu'on déconfine l'imaginaire, et il explique très bien qu'en effet, parmi les mythes qui ont fondé la société, il y a eu Dieu à un moment, donc c'était quoi la vie? La vie, c'était celle qu'on allait trouver après, on travaillait pour la vie d'après. Donc c'était pas grave si la vie qu'on vivait ici, elle n'était pas terrible, l'important c'était de faire en sorte qu'on soit accepté au paradis, et c'est là que notre vraie vie, la bonne vie, se déroulerait. Ensuite, on est tombé dans un autre mythe qui, lui, s'apparente à une utopie, qui est le mythe du capitalisme, où là, c'était l'inverse, c'était la vie, c'était maintenant, tout de suite et pour moi. Je prends ce que j'ai à prendre tout de suite, avec une forme d'égoïsme qui est arrivé à son paroxysme aujourd'hui et qui oubliait complètement la dimension spirituelle, c'était l'anti-Dieu. Et donc, aujourd'hui, comment fait-on pour se projeter dans un imaginaire qui soit complètement différent? Je pense que ça passe déjà par la connaissance. Il faut déjà peut-être avoir la capacité à repenser qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est quoi un être humain? C'est effectivement une espèce arrivée complètement par hasard dans l'univers. Alors, il y a sans doute d'autres vies dans l'univers, mais il faut déjà se repositionner, c'est-à-dire la Terre est une planète du système solaire. C'est quoi le système solaire? Eh ben, le Soleil, c'est une étoile, et il y a 200 millions d'étoiles dans notre galaxie, et il y a des centaines de millions de galaxies. Donc, une fois qu'on sait déjà tout ça, on se rend compte de l'infiniment petit de notre espèce et de nos vies aux uns et aux autres. Et à partir du moment où on arrive scientifiquement déjà à se repositionner, à partir du moment où Copernic nous explique que non, la Terre n'est pas le centre du monde et que tout ne tourne pas autour de la Terre, mais que la Terre c'est une planète et qu'elle tourne qu'elle tourne sur elle-même, etc. Enfin, une fois qu'il redéfinit tout, il dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a une révolution philosophique qui s'opère. Et aujourd'hui, on doit, selon moi, être dans une révolution philosophique. Ça veut dire être capable de proposer des choses qui semblent impensables. Au moment où chacun est en train de discuter des frontières, des murs sont en train de se construire partout, à rebours selon moi de l'histoire, ben non, on doit travailler déjà à un modèle où il n'y a plus de frontières sur cette planète. Puisque de toute façon, cette planète, un jour, ce vaisseau que l'on habite ne sera plus habitable. Ça aussi, c'est quelque chose... Quand quelqu'un, aujourd'hui, dans le débat politique, est en train de vanter la société d'avant, quand il est en train de se dire de l'influence de culture étrangère sur mon sol, sur ma nation, sur mon pays, etc. Il faut être capable d'expliquer aujourd'hui que ces débats sont complètement dépassés, alors que, en effet, on peut réexpliquer l'unité de l'espèce humaine, expliquer que l'idée de frontières fixes, de culture fixe, de civilisation avec l'histoire du vivant, et que de toute façon, dans quelques milliards d'années, et même avant, dans un milliard et demi d'années à peu près, cette planète ne sera plus viable pour nous. Donc de toute façon, soit on travaille vraiment sur du long terme, en réfléchissant vraiment à ce qu'est l'espèce humaine et si on veut, oui ou non, qu'elle survive. Et dans ce cas-là, comment on travaille à cette survivance? Est-ce que c'est parce qu'on imagine des solutions, déjà aller coloniser une autre planète? Et dans ce cas-là, ça devrait être notre priorité politique, alors qu'aujourd'hui, c'est une priorité très accessoire. Est-ce qu'il faut coloniser? Est-ce qu'il faut imaginer construire une planète satellite complètement artificielle? Ça fait partie. J'ai l'impression qu'on vous a perdu un petit peu, Émeric. Donc, on va... Oui. Vous m'entendez à nouveau ou pas? Voilà, j'entends de nouveau, oui. Je comprends. Je vais essayer de faire très court, alors en une minute, juste pour terminer. À partir du moment où on peut complètement libérer cet imaginaire, on peut imaginer des projets qui semblent aujourd'hui complètement fous. Je disais, un monde sans frontières, un monde où on ne travaille plus les uns les autres que 10, 15 heures par semaine, un monde où on s'interroge sur notre rapport à la science, puisque de toute façon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Mais à quel point est-ce que oui ou non on se laisse dominer, on devient des hommes robots, des hommes machines, ce qui est vraiment en train d'être le cas, ou est-ce qu'on met vraiment cette intelligence artificielle et ces machines à notre service,
C'est-à-dire que nous faisons en sorte que nous continuons à les dominer. On revoit la vie politique. On est aussi complètement enfermé dans des réflexes, des vieux réflexes qui sont des réflexes démocratiques complètement usés, dans une manière de voter, d'élire des gens, par exemple. Moi, dans mon livre, je fais une proposition qui paraît complètement à rebours de nos pratiques et que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer maintenant, mais qui est le permis de voter. C'est-à-dire, je dis, par exemple, on va faire l'inverse plutôt que de dire on va faire le vote obligatoire comme ça existe dans certains pays. Je dis non, il vaudrait beaucoup mieux instaurer un permis de voter de manière à responsabiliser chacun d'entre nous, à faire en sorte que chacun ait vraiment envie d'être un citoyen performatif dans cette société. Ça veut donc dire décloisonner complètement les idées et n'avoir peur de rien en se basant une fois de plus sur la science. Natacha, si je peux rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Émeric quand il a parlé de ce besoin absolu de la réflexion, de la pensée à long terme, est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez beaucoup travaillé avec les langues, les philosophies, les cultures indigènes, autochtones, que en fait, ce sont des philosophies d'avenir, que très souvent, on associe les cultures autochtones à un passé lointain, au passé prémoderne, mais qu'en fait, ce qu'on constate, c'est en fait dans toutes ces cultures partout dans le monde que ce sont des réservoirs d'avenir et surtout la capacité de cette réflexion à long terme qui nous est tellement nécessaire. En fait, justement, j'ai l'impression, par exemple, après avoir observé, surtout dans la tradition orale, comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce que les philosophies ont été forgées au fil du temps. J'ai l'impression, en fait, que si on est venu à des mentalités comme telles juste avant la colonisation, comme on les a trouvées juste avant l'arrivée des premiers Européens ici, par exemple, j'ai l'impression que ça faisait déjà quelques générations ou plusieurs générations que ce mode de vie était le même, en fait, selon la même philosophie avec le territoire. Et j'ai l'impression, donc, qu'avec les millénaires et les siècles, par exemple, ici, on compte environ, c'est pas encore quelque chose de réellement, je dirais, approuvé, mais ici, on compte environ presque 15 000 ans de présence sur le territoire. Et donc, j'imagine qu'au fil des millénaires, à un moment donné, on a fini par tout expérimenter et finalement trouver que l'état de survie, comme on la concevait, donc celle d'être toujours d'être sur la limite d'une vie confortable, mais si on allait dans la vie confortable, on risquait comme je vous expliquais plus tôt, de provoquer en fait un déséquilibre. Et donc, quand j'entends les aînés raconter en fait la relation au territoire, ce qu'ils ont vu de leurs propres grands-parents et comment est-ce qu'ils ont entendu et reçu les enseignements par rapport à la survie et à la vie en territoire, c'est qu'il y avait une limite à ne pas franchir et qu'avant de franchir cette limite, justement, il y avait un équilibre qu'on était capable d'établir. Et si on acceptait cette limite, justement, on allait en fait entrer dans un état de vie qui surpassait la survie, tout en étant en état de survie, mais qui justement allait nous permettre de vivre dans une relation qui allait remplir finalement l'identité humaine et l'être humain et finalement l'empêcher en fait de ressentir finalement une certaine insatisfaction dès qu'il entre dans les zones de confort. Et pour revenir en fait même à l'idée du rituel et de la cérémonie, j'avais envie d'ajouter que dernièrement, ailleurs, comme par exemple dans le Pacifique, j'entends beaucoup plus de réflexion par rapport à la place du rituel et de la cérémonie. Et vraiment, quand je reviens du côté, je dirais, occidental du monde, en guillemets, donc en Amérique et face à face à l'Europe, la conception du rituel et de la cérémonie reste encore dans des phases où elle ne devrait pas, les rites ne devraient pas se trouver en fait. Et quand ce qu'on a finalement nommé, quand on les nomme spiritualité ou religion, en fait, on vient les vider en fait de leur vrai sens et de la véritable, comment je dirais, du véritable usage dans le rituel et la cérémonie
que ces éléments ont en fait pour la vie humaine et pour l'être humain, dans un sens que le rituel et la cérémonie sont des façons d'entrer et de maintenir et d'entretenir une relation avec l'environnement et de rester dans un état de sensibilité ou d'hypersensorialité avec l'environnement. Et ce ne sont pas nécessairement des simples gestes finalement, mais ça nous permet pour l'être humain de rester en contact et de rester à l'affût de qu'est-ce que les écosystèmes font, projettent ou produisent finalement comme énergie ou comme source d'énergie qui permet à l'être humain finalement de survivre. Et je dis ça parce que j'ai cru comprendre aussi que, par exemple, le langage ou la langue, je veux dire les conversations et tout ça jusqu'ici pour nos nations, surtout pour le peuple Innu, n'étaient pas des choses essentielles à la vie et à la survie de l'être humain, mais le silence et la présence d'esprit, la conscience ou l'hyperconscience sont des éléments de survie primordial et de rester justement à l'écoute de tout ce qui nous entoure, même des êtres qui nous entourent, des êtres humains, si on enlève justement l'essentiel du langage ou de la conversation, mais finalement on était encore en beaucoup plus grande conversation avec les autres de nos clans, de nos communautés, et beaucoup plus sensibles finalement. Et nous étions beaucoup plus dans l'aspect de l'expérience de l'environnement, de notre environnement immédiat, qui nous laissait finalement toujours être à l'affût et d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça que en remettant tout ceci en perspective, quand je regarde le monde contemporain, justement, quand j'entends ces réflexions par rapport à, justement, aux premières expériences, par exemple, que certaines personnes ont dû vivre pendant la pandémie, justement, l'isolement, l'absence de contact, l'absence de socialisation, par exemple. Moi, je mets ça surtout en face à face par rapport à ce que, par exemple, ici, nos peuples autochtones ont pu vivre depuis les débuts de la colonisation, mais surtout depuis 150 ans ici au Canada, où des communautés encore n'ont pas d'eau potable et en fait ont même des maisons encore en piteux état et dans des conditions de vie, donc qui, c'est sûr, depuis des années que l'on dénonce même jusqu'aux Nations Unies et qu'on tente de montrer, de démontrer le plus possible. Mais nous vivions déjà, en quelque sorte, l'expérience de l'isolation, de la pauvreté, du manque de contact dans certains endroits, mais en même temps, justement, dans cet état-là, je dirais, dans cet état de pauvreté ou de limite par rapport à ce que la société contemporaine ou les sociétés occidentales donnent comme confort ou comme normalité, en quelque sorte. Nous avions toujours privilégié justement le fait d'être ensemble, le fait d'être en famille, et même la pandémie n'a pas empêché finalement que les liens tangibles familiaux de clans, de communautés soient brisés finalement, simplement parce que nous avons tenu à entretenir ce qui est pour nous l'essentiel finalement, c'est ce contact entre nous, mais qui ne passe pas nécessairement par les rassemblements, par la conversation, mais bien à d'autres niveaux. Et justement, les rituels et les cérémonies donc on a réussi à faire revivre, à rapatrier et à réutiliser dans les dernières décennies, nous permettent justement de continuer à survivre finalement. Et je note ici un autre état de survie qui est bien différent de celui avant la colonisation en situation de nomadisme, mais c'est un état de survie qui est provoqué par la société occidentale dans laquelle l'oppression et la ségrégation ont pu mener, par exemple, jusqu'ici, certaines populations dans le monde. Mais le rituel et la cérémonie nous ont laissé le pouvoir de continuellement imaginer quelle serait justement utopiquement notre vraie réalité, quelle est en quelque sorte l'idéal, mais au-delà de l'idéal, quelle serait la vraie place de chaque être humain dans une société égalitaire. Et je me dis, finalement, le rituel et la cérémonie ne nous permet pas non seulement d'être en contact avec l'environnement, avec la nature, mais aussi avec les mouvements sociaux, avec les mouvements des masses humaines et comment justement dans des situations d'oppression, de relations de pouvoir ou de rapports de force, on est capable quand même de soutirer l'essentiel et de tenter de garder finalement une certaine plénitude en tant qu'être humain en passant par des gestes qui nous permettent de toujours nous rappeler notre réelle identité en tant qu'humain, et être vivant. Merci, Natasha. Manton, just if I could take up one of the notions that Natasha put forward there, the idea of ceremonial and ritual. A lot of the ceremonies and rituals
in Ireland are often to do with the sea, with the encounter with the sea, that as an island people and its relationship with the sea. And of course, one of the favorite destinations for utopias are islands. Islands become these kind of utopian spaces, or utopias are often imagined as islands. Do you think that the notion of an island people, or rediscovering our sense of insularity, is something that opens up utopian possibilities for an island people like ours? Whereas, another way of viewing islands is the island of Alcatraz. It's the kind of the dystopia. It's a l'île prison. So, is there a sense in which we can substitute the kind of the île monde for the île prison? Mm-hmm. I think the most powerful line of our entire conversation so far has Natasha's talk about how the Innu people, work silent and listened to nature and listened to the animals, which all probably so many of our cultures did that once. And now we are so disconnected from that, our so inability. I suppose in a conference like this, we do need to talk. And so I think there's so much more to be said by being silent, but I will answer. I think this idea of the island, again, as Aymeric talked about, the answer is to break away from that idea of insularity and islands, and to realize that we are part of an entire, not only a solar system, but a universe. And again, we find all of our original peoples had that understanding. And in Ireland, when I was growing up, I always said, I'm going southwest. The cow is in the field to the east. I could never have told someone where I was, what I was doing, where the cow was, where my car was, without knowing where this star at the center of our solar system was. We were absolutely rooted to not only to the solar system, but to the galaxy. And so I remember once I was locked out of my garage, and a man said to me, I didn't understand him at the time. He said it again in West Kerry. And what he was saying, turn the key against the sun. Basically, he was matching the cylinder of a lock in a door with this star at the center of our solar system. So this is what all of our people had. And, in the 1980s, the likes of Jean de Forêt and Manon de Source made such an impression on boys in the 80s in Ireland. And, the 1980s, we were very isolated from the world, not like the 90s and the 20th century. But to see that there were these, let's use the word utopia, these people who were still rooted with the landscape, rooted with the seasons in rural France. And not to say that life wasn't hard. Clearly those films showed the despair, showed the poverty, showed the violence, in the same way as, I don't mean to be idealistic, Natasha has talked about the suffering of native people in different cultures. In Ireland, we know from the famine where 70% of some counties of County Mayo were wiped out. So the simplicity, the rootedness of that other world, also we have no qualms about how that utopia was also harsh and had a grim side to it. But to answer your question, the idea is that, so we go back to to these rooted cultures of the past, recognizing that there was darkness and hardship there, and recognizing that if we go back to them, it is not in an insular, smaller way. It's, as you say, an island was not an insular thing as in an isolated thing. It was a thing connected to the entire world through seafaring. We are all seafaring people. That's how we migrated out of Africa. That's how native people came to North America. That's how we came, through the Middle East, originally from Russia, from the Pontic Steppe, through the Middle East, down into the Mediterranean in here. We are all connected by the sea. And the more migrants that arrive on the shores of Spain coming from the sea, it's just a continuation. Within my DNA, as I said, I can trace back my DNA to the people who arrived here 4,000 years ago, but then we can traces back to it to the people who arrived here 4,000 before, and then right back, they're infinitesimal traces to those first nomadic people, those hunter-gatherer people who came here 10,000 years ago. Clearly, there were people in France far longer, but Ireland has always been a bit too cold. It didn't attract people from France or Britain to make the journey. But the more we think, we are all islands because we all have these rich cultures, whether in France
whether in the Inuit culture of Eastern Canada or Ireland. But within that insular, beautiful nugget of wisdom, we are connected on a global scale, as Amérique says, almost, on a universal scale. Amérique, si je peux, disons, vous êtes encore avec nous, j'espère, oui. Amérique? Non, Je suis là. Ah oui, oui, très bien. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu l'idée de Manchon, donc on a beaucoup parlé des îles, là, mais en fait, c'est comment concevoir le lieu, donc le lieu local, le lieu de proximité, comme un lieu d'ouverture, parce que souvent, quand on parle du local, on parle de l'esprit de clocher, l'étroitesse d'esprit, l'enfermement. Comment développer un peu une vision du local, comme quelque chose en fait, qui s'ouvre sur le monde, hein, pas et pour contrer un petit peu un discours qui dénigre un peu les sagesses locales. Ou est-ce que, d'un autre côté, il y a la tentation diabolique de s'enfermer dans un discours identitaire qui refuse toute connexion avec le monde? J'ai entendu beaucoup de choses très très intéressantes depuis 10 minutes et j'aurais envie de réagir sur plein de points, mais effectivement, sinon, comme on est limité en temps, je vais plutôt me concentrer sur votre question. D'abord sur la question de l'île. Vous avez raison de souligner le fait que les utopies ont souvent été rapportées à des îles. Utopia était une île, par exemple. Donc, mais en réalité, ça n'est pas du tout incompatible avec ce constat n'est pas compatible avec les utopies que l'on peut imaginer pour l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, parce que la Terre est une île. La Terre est une île perdue dans l'univers, perdue déjà dans sa galaxie, mais dans l'univers. Nous sommes seuls, nous sommes échoués sur une île. Et il est bien là le problème. Le problème, il est, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, sur cette île? Cette île qui bientôt sera devenue inhabitable, cette île sur laquelle on ne pourra plus se nourrir. Et de toute façon, quand bien même on en prend soin, comme je le disais tout à l'heure, cette île, un jour, sera détruite, tout simplement parce qu'elle va se rapprocher du Soleil et que il n'y aura plus, parce que la Terre, l'un des hasards extraordinaires qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une zone d'habitabilité qui a permis au hasard de créer la vie sur cette planète parce qu'elle est pile située au bon endroit, voilà, par rapport au Soleil, ni trop près, ni trop loin. Donc, il y a les conditions réunies idéalement. Sauf que ces conditions, elles vont changer dans les quelques milliards d'années qui viennent et un jour, ne sera plus habitable. Donc, notre île, un jour, ne sera plus habitable. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Et ça, c'est la première question. Ensuite, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il faut que nous changions d'échelle dans notre réflexion. Parce qu'on pensait à des îles à l'époque où l'humanité n'avait pas retrouvé son unité, puisque c'est quand on refait l'histoire de l'humanité, en réalité, nous qui nous parlons aujourd'hui, vous savez bien, nous sommes tous cousins. C'est ça la réalité. Vous êtes dans votre pays, je suis dans le mien, on a Natacha qui est au Canada et nous sommes tous cousins. Nous sommes tous cousins, nous sommes tous issus de quelques dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont quitté l'Afrique il y a quelques dizaines de milliers d'années et qui ensuite se sont dispersés sur les différents continents. Et alors c'est intéressant parce que lorsque j'entendais d'ailleurs que si on va chercher encore plus loin, quand on nous dit que les mers ont permis aux hommes de se connecter, c'est même pas que les mers ont permis aux hommes de se connecter, puisqu'à un moment il y avait un seul continent sur la planète et que c'est simplement les mouvements tectoniques qui ont fait qu'à un moment on s'est séparés. Donc on est simplement, c'est ça qui se trouve sur le plan symbolique très intéressant. Les mers ont joué dans le rôle dans l'histoire de l'humanité le rôle que jouent aujourd'hui les réseaux Internet. C'est-à-dire que là c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire par exemple. C'est pour ça que ne regarder que dans le passé serait une erreur. C'est-à-dire que à la fois je dis qu'il faut que nous soyons très prudents face à une technologie qui nous a complètement dépassés et dont nous ne maîtrisons pas les effets. Mais quand cette technologie nous permet d'organiser comme maintenant une réunion qu'on ne peut pas faire en physique, mais on arrive à se parler, on arrive à échanger par la magie d'une technologie que nous avons trouvée dans la nature. Là aussi, il y a quelque chose à casser
C'est-à-dire que d'opposer la science technologique et la nature serait pour moi une erreur aussi. C'est-à-dire que en réalité, le progrès, la seule question qui nous est posée à son égard, c'est celui de l'utilisation qu'on en fait. C'est pas le progrès en lui-même, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes, nous, des créatures de la nature. Et la nature nous a donné cette intelligence qui nous permet d'aller l'explorer, car en réalité, nous ne faisons, lorsque nous réalisons des prouesses technologiques, comme envoyer une fusée sur la Lune, comme mettre au point une bagnole, faire un immeuble de 120 étages, se parler comme ça de loin, nous ne faisons qu'exploiter les possibilités de la nature. Nous n'avons rien créé ex nihilo. C'est parce que tout d'un coup, les plus intelligents d'entre nous sont capables d'aller chercher des règles magiques, un peu comme un tour de magie dont on va essayer d'aller chercher les trucs. Et c'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les lois de la gravité? C'est quoi les lois qui sont propres à telle matière? Et si on combine ces matières entre elles, qu'est-ce qu'on obtient? C'est quoi l'électricité? C'est quoi les ondes? Etc., etc. Donc, en fait, la science, moi, je la dénonce pas du tout et beaucoup d'écologistes ne la dénoncent pas. Il s'agit simplement la science n'est qu'une exploration, une compréhension du monde dont on va tirer des potentialités. Donc ça, et donc aujourd'hui, on retrouve notre unité tout simplement grâce à ces nouvelles technologies. Alors, pour répondre maintenant plus précisément à votre question sur le localisme ou le mondialisme, il y a une mondialisation aujourd'hui qui est extrêmement délétère, extrêmement dangereuse, c'est celle qui veut imposer un modèle unique de pensée, un modèle unique de vie, la mondialisation donc capitalistique, qui fait qu'il n'y a plus d'individualité. Nous serions tous des êtres non pensants, parce qu'en plus, ce modèle qu'on veut nous imposer, c'est un modèle où on perd, nous, toute capacité critique. On doit tous bouffer la même chose, quel que soit l'endroit où on habite. On doit tous voyager de la même manière, on doit tous vouloir la même chose, on doit tous regarder les mêmes films, lire les mêmes livres, etc. Et l'un des défis qui se pose à nous aujourd'hui, c'est à la fois de retrouver notre unité en tant qu'espèce, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes tous des cousins, pour ne pas dire des frères, et que donc tous les débats qui sont créés depuis des siècles et qui sont ravivés constamment dans la politique récente sur tout ce qui nous différencie, sur l'importance de bien dire que lui c'est pas moi c'est pas lui, et jamais je vivrai comme ça, etc. C'est des débats qui sont à côté de la plaque et en même temps permettre, dans la redécouverte de cette unité, permettre à chacun de conserver sa singularité, de la travailler. Donc, il faut à la fois redéfinir des règles communes qui unissent tous les êtres humains en reconnaissant les devoirs que nous avons les uns vis-à-vis des autres, devoir de solidarité, devoir d'entraide, devoir d'empathie, devoir de sympathie, et en même temps permettre à chacun de ne pas être sous les diktats d'un modèle unique. Et c'est là qu'il y a ce côté local, c'est-à-dire que si vous avez envie de vivre d'une telle manière et qui ne dérange absolument personne, mais c'est votre manière de vivre les choses, eh bien, il faut vous permettre de le faire. Et là où le localisme est intéressant, c'est simplement quand il va nous permettre d'éviter des aberrations qui consistent à importer des fruits ou des légumes sur plusieurs milliers de kilomètres parce qu'on veut les manger toute l'année à des moments où c'est pas possible, etc., etc. Et parce qu'on est devenu des êtres, je sais pas si on l'a déjà été, mais en tout cas, comme nous sommes des êtres profondément déraisonnables, malgré l'intelligence dont nous sommes dotés, eh bien, on veut tout de suite, sans se poser les questions une fois de plus des conséquences, comme je le disais. Donc, ben oui, c'est possible d'importer tel fruit alors qu'en décembre, alors qu'en principe, il pousse pas. Ben nous, on va le faire dans des serres très loin. On va le faire. Voilà. Et c'est cette question-là qui doit se poser. C'est là que la question du localisme devient intéressante, et aussi lorsque ça permet de créer des solidarités ou des synergies très précises, en créant des pôles d'activité, en créant des lieux de rencontre, etc. Mais moi, je ne crois pas du tout à l'opposition entre une vision globale et donc mondialiste, mais ce que moi j'appellerais l'altermondialisation, c'est-à-dire une mondialisation écologiste, et puis évidemment l'importance de retrouver de l'humanité localement. Tout à fait, oui. Et c'est très bien parce que justement, on est un peu pris de court par le temps. Donc malheureusement, on doit mettre fin à notre discussion, mais j'aime énormément cette idée de cousinage, hein, parce que c'est un peu l'impression que j'ai eue donc depuis
une petite heure. Hein, c'est une conversation entre cousins, hein, donc des deux côtés de l'Atlantique, hein, de cette donc certains d'entre nous sur cette île, d'autres sur des continents, mais qu'on a pu avoir cette discussion par justement l'image maritime des réseaux Internet. Ça me plaît beaucoup. Donc on a un peu navigué sur ces mers électroniques. So I would really like to thank most sincerely our three speakers, Eric Caron, Natasha Canapé-Fontaine, and Mantran Magan. I think it was a particularly appropriate end to our festival, where we're looking beyond where we are now in the midst of this pandemic, which I think all of the speakers have said this in different ways, requires us to think very differently about the kind of world that we will enter into post-pandemic, and that we don't end up with, as Amérique was saying at the outset, with more of same except worse. So we can hope that the kind of utopian energies that are in our different cultures will bring us to a better and a different place. I would like to, as this is our last session, just to say thank you. D'abord, je voudrais remercier le public, hein, un public qui est très fidèle. Ça fait 20 ans qu'on fait ce festival, et puis vous êtes nombreux, hein, à venir écouter nos écrivains, donc les écrivains qui parlent dans leur langue différente. Et donc, je vous remercie vivement. I would like to thank all of you who've been so faithful to our festival over the years, who have attended the sessions in real life and now in this different platform. I would also like to thank our sponsors, the Arts Council, Literature Ireland, Dublin Castle, les laboratoires Servier, who have supported us right from the beginning. La Délégation Générale du Québec à Londres, which has been important in supporting a more pluralistic vision of what the French language is, alongside the Association Internationale des Études Québécoises. I would like to thank my colleagues, Sinead Marquet, Julie Rogers, Jean-Philippe Imbert, Jean-Michel Picard, Emma Kisson, and Dominique Lemeur, who have chaired the various panels and the sessions. Et enfin, un grand merci, Gormil Maigov, I would like to thank all of our écrivains and écrivaines. Donc, un très grand merci aux écrivains et aux écrivaines qui ont participé à ce festival. Et j'espère que tout ce qu'on a dit, ça vous donne de matière à réfléchir pour les années à venir. Et je vous donne rendez-vous, rendez-vous physique en avril prochain pour la 22e édition du festival. So I would invite you all to Dublin next year for the 22nd year of this Franco-Irish Festival. So we very much hope to see you. Whatever kind of moyen de transport, however you get there, we would love to see you there. So Gormil Maigov, Banagi Salt as Quidjella den Law, agus a Gemerimid Bill Egg and Am Shirist. So très grand merci, bonne journée, et puis à l'année prochaine. Thank you.